Je souhaite la bienvenue à vous toutes et tous. Hans va nous emmener à un voyage. Nous n'en avons plus l'habitude, mais je pense que cela va nous faire du bien de nous évader un petit peu. Bonne soirée à toutes et tous. Alors, bonsoir à tous. Alors, aujourd'hui, on va pas faire dans le savant ou le pseudo-savant, on va pas faire suivre mes manies habituelles, faire un peu d'histoire, de sociologie. Ce soir, euh, on ne le fait pas dans le cliché ou l'anti-cliché, mais on va regarder des clichés photographiques. Donc, on fait une soirée diapo, comme on en faisait autrefois. Vous savez que les soirées diapo, autrefois, comme on dit vulgairement en français, il fallait se les fader. Les gens rentrent des vacances, il faut aller venir voir leur soirée diapo. Et c'était en général un peu soporifique. On va essayer de ne pas faire soporifique. Mais c'est une soirée diapo. Elles ont été supprimées par Facebook, puisque maintenant on met sur Facebook ces diapos de voyage au fur et à mesure qu'on fait le voyage. C'est moins astreignant pour les gens qui autrefois étaient contraints à la soirée diapo. Donc je vous ai averti, c'est une soirée diapo, rien de plus. Et le sujet, c'est l'Allemagne. Et j'ai pris comme titre là, pour ce soir, j'ai sous-titré avec les paroles, les slogans du guide Michelin. Dans le guide Michelin, il y a des choses qui valent le voyage, et puis il y a des choses qui valent le détour, et puis il y a des choses qui sont intéressantes. Donc, on va essayer de voir quelques endroits qui valent le voyage ou qui valent le détour, et ça va durer donc environ un peu plus d'une heure. Donc, la vision que les Français ont souvent de l'Allemagne, c'est un pays plat, des villes industrielles, un pays gris, sans grand attrait. En fait, on ne sait pas grand-chose de ce qui est visible en Allemagne. De même qu'on considère que les Allemands ils sont forts pour faire les autos, mais au fond, on n'est pas sûr qu'il y ait vraiment du patrimoine à visiter. On connaît quelques petites choses, mais globalement, l'image, le cliché fait que l'Allemagne n'est pas un pays intéressant à visiter. Alors, on va voir si c'est vrai. La première des choses qu'il faut dire en entrée, si on veut visiter l'Allemagne, c'est vrai pour beaucoup de pays, hein, il ne faut pas réduire sa visite à Berlin et quelques villes. Il faut aller à la campagne, il faut aller dans la nature, il faut aller dans les petites villes, et ça se fait forcément avec une voiture. L'idéal pour connaître notre pays voisin, c'est la voiture. J'ai souvent constaté en allant dans les jumelages que les gens connaissent très bien la ville jumelle, mais qu'ils ont très peu voyagé dans le reste de l'Allemagne. Donc, ce diaporama, en quelque sorte, ou cette soirée diapo, ça sert peut-être aussi à donner envie à un certain nombre de gens qui vont tous les 2 ans en Allemagne d'aller un peu ailleurs que dans la ville jumelle où ils vont tous les 2 ans. Alors, s'il fallait résumer l'envie d'aller en Allemagne, je ne commencerai pas par les sites, je commencerai par ce qui est l'hospitalité allemande et la fameuse Gemütlichkeit que l'on retrouve dans le monde de l'hôtellerie allemande à la campagne, dans les petites villes. Gemütlichkeit, c'est un terme intraduisible, hein, c'est s'en sentir bien quelque part, c'est ça que ça veut dire. Et participent à cette Gemütlichkeit les fameux Gasthäuser ou Gasthöfe allemands, ces auberges, entre guillemets, qui sont souvent des hôtels de qualité et qui sont restés dans une tradition très ancienne, une tradition d'hospitalité qui font que ces hôtels sont des hôtels où on peut vivre. Un hôtel en France, en général, en Italie, c'est des hôtels, aux États-Unis, c'est des hôtels où on prend une chambre. Et s'il y a un endroit où s'asseoir, c'est à la réception, un des 2 fauteuils qui est à la table basse de la réception. Point, c'est tout. La plupart des Gasthäuser allemands sont en même temps des restaurants, sont en même temps des endroits où l'on peut boire un verre. Et ce sont des endroits qui sont fréquentés pas seulement par les touristes et les voyageurs, mais également par les gens du cru. Donc, ce sont des lieux sociaux et qui suivent une certaine tradition d'hospitalité et de convivialité. Alors, bien sûr, c'est parfois avec un décorum fastueux, comme ici, l'hôtel de la Poste, un vénérable hôtel qui date de la Renaissance, probablement, et qui est décoré à la bavaroise. Et vous voyez à droite Weinstube, c'est un hôtel, mais c'est aussi un endroit où on va boire. De nombreux hôtels en Bavière ont ce décorum à l'extérieur. Là, il y a un autre hôtel poste. Hein, les relais de poste autrefois étaient
des endroits extrêmement importants pour les voyages. Par exemple, ici, le Karl Prinz à Bourg, qui est un cran au-dessus, c'était aussi un très grand relais de poste de la ligne Paris-Nuremberg qui avait été exploité par ma famille pendant 250 ans. Mais d'autres types d'hôtels existent également, sont très nombreux en Allemagne, ce qu'on appelle les hôtels wellness, hein, des hôtels qui sont totalement équipés pour passer 15 jours de rêve dans les bains, les massages, les différents types de bains, un peu comme dans une ville de cure. Et souvent dans des décors qui sont à l'extérieur des villes, qui sont particulièrement agréables. Autre type d'hôtellerie qu'on rencontre facilement en Allemagne, c'est les petits hôtels de campagne qui relèvent de la même qualité, hein, qui parsèment surtout dans le sud de l'Allemagne les paysages. Et à l'intérieur, ce type d'hôtellerie a développé donc ce qui est la Gemütlichkeit, un endroit où on se sent bien. Hein. Le mot Gasthaus, Gasthof le dit, ce sont des maisons ou des résidences d'hôtes. Et donc, vous arrivez à 5 heures, vous avez pris votre chambre, vous descendez là et vous buvez un quart de vin. Et progressivement, la salle se remplit avec d'autres convives, des gens du coin ou d'autres voyageurs. Alors voilà encore un exemple de petites pièces cosy comme ça, dans ce type d'hôtellerie, encore en plus modeste à la campagne, dans des endroits un peu plus rudimentaires, mais souvent, vous le voyez en bas à droite, avec une ambiance locale qui est très agréable. Ça peut être des décors qui s'appuient fortement sur la tradition ou un aspect traditionnel, mais ça peut être aussi très moderne. Voilà deux exemples de Gasthäuser qui sont décorés de manière très moderne, mais toujours avec ce souci de la Gemütlichkeit, de se sentir cosy. Et est inséparable de la plupart des Gasthäuser, surtout dans le sud de l'Allemagne, le Kachelofen, ce qui chauffe toute la pièce et contre laquelle il y a des bancs sur lesquels on peut s'asseoir. Voilà un exemple. Voilà un autre exemple, le Kachelofen. On est assis autour du Kachelofen. Les Allemands sont assis le dos contre les faïences chaudes. Les Russes couchent carrément au-dessus du Kachelofen. Spécifique à l'hôtellerie allemande qui pose toujours quelques problèmes aux Français, mais moi je considère que ça fait partie du souci des Allemands pour la paix des ménages, c'est la literie, 2 lits séparés rejoints, mais séparables, avec un petit chenal au milieu qu'on appelle les Besucherritze, et chacun une couette, alors que les Français adorent être sous la même couette et se disputer sous la même couette ou la même couette. Autre spécificité de l'hôtellerie, je dirais, de l'Europe centrale, mais ça vaut aussi pour la Scandinavie, ça vaut aussi pour l'Angleterre, c'est le côté petit déjeuner. J'ai mis das petit déjeuner, hein, parce que ce petit déjeuner est extrêmement copieux, avec du sucré, du salé, immanquablement, bien sûr, il y a aussi des œufs, et souvent plusieurs sortes de pain. Voilà c'était un cas de petit déjeuner dans un hôtel. Là, c'est dans un Gasthaus avec, vous voyez, une offre assez délirante de saucisses, charcuteries, fromages variés. Et puis le panier de pain, les différents types de pain extrêmement variés aussi. À gauche, en haut, vous avez au moins le minimum syndical. En bas à droite, vous avez un buffet dans un hôtel de 3 étoiles. Encore une spécialité de votre voyage en Allemagne, c'est l'arrêt l'après-midi dans un de ces Gasthäuser ou cafés aussi, où vous allez manger une part de tarte et boire du café. Les Français boivent le café après les repas. Les Allemands boivent souvent, surtout le dimanche, le café au milieu de l'après-midi, accompagné de gâteaux. Encore une petite chose sur l'hospitalité, cette fois c'est culinaire. Les Allemands ne sont pas forcément à la recherche de cuisine extrêmement créative ou très sophistiquée, cuisine aristocratique. Ils mangent plutôt une cuisine roborative. Et l'important pour beaucoup de voyageurs en Allemagne, c'est que ce soit abordable. Donc, vous voyez, par exemple, vous avez ici à droite, ce mardi, spécialité bavaroise, 8,90 €. Ce sont des prix qui sont en général autour de 30, parfois 50% plus bas que la moyenne française. Et roboratif dit aussi savoureux, donc l'essentiel schmackhaft, l'essentiel pour les Allemands, c'est de manger plutôt roboratif, savoureux, ne plus avoir faim et avoir du plaisir à manger, mais ce n'est pas forcément une recherche de cuisine, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu aristocratique, créative, sachant quand même
que cette cuisine existe aussi en Allemagne, elle existe dans les villes, et l'Allemagne est, et dans certaines campagnes, dans certaines régions touristiques, l'Allemagne est, pour le nombre d'étoiles Michelin, le second pays en Europe après la France. Spécificité de votre voyage en Allemagne, c'est aussi d'avoir partout, dans toutes les villes, des zones piétonnes, une profusion de zones piétonnes avec une profusion de terrasses où on boit café, où on mange, où on se retrouve. Voilà 3 exemples, d'autres exemples de décors de terrasses un peu partout. C'est une espèce de constante dans les zones piétonnes allemandes et qui ont souvent, ces villes, les petites ou grandes villes, ont des zones piétonnes qui datent déjà souvent des années 60. Des terrasses parfois verdoyantes, hein, presque jardinées, mais aussi des terrasses au jardin. Vous voyez là à droite en haut et au centre en bas, ce sont des jardins derrière les hôtels avec des terrasses. Et puis les jardins à bière, les Biergarten, vous voyez là en haut à gauche, où on peut manger hein, et qui sont aussi des grands lieux de convivialité. Alors, ce n'est pas spécifiquement bavarois, on en trouve également dans le nord de l'Allemagne et surtout à Berlin, on en trouve de magnifiques. Alors, une chose qui manque en France, c'est la Eisdiele. C'est une grande terrasse où on mange des glaces et ces Eisdiele s'appellent souvent Venezia. Là, vous avez 2 exemples de Venezia, mais il y a plein d'autres noms italiens parce qu'elles sont en général tenues par des Italiens qui sont arrivés dans les années 50, 60 et qui ont fait fortune en s'établissant comme glaciers. Donc ça, à ne pas manquer, on y sert d'énormes glaces. Moi, je les appelle plutôt monstrueuses. Elles font un repas. Alors la question, maintenant que l'on sait qu'on est bien reçu, on peut se sentir bien dans les hôtels, alors la question c'est où aller. Et là, vous avez un certain nombre de recommandations qui sont dans le Michelin. Hein. Michelin, je pense, c'est un des meilleurs guides de voyage pour faire l'Allemagne. On vous dit exactement ce qu'il faut absolument aller voir, ce qui vaut le détour et ce qui est intéressant. Le seul problème, c'est que le Michelin ne fait pas, et fait l'Allemagne du Sud, l'Allemagne du Nord, mais ne le fait pas par région, donc il fait beaucoup d'impasses. Si vous ne voulez pas faire d'impasse, vous pouvez vous rabattre sur des sites qui sont un peu plus documentés. Par exemple, ici, le site Germany Travel, et qui vous offre un certain nombre de choix. Alors, les 100 top, les choses qu'il faut absolument avoir vues, tout ce qui est patrimoine de l'UNESCO, vous voyez, il y a de quoi faire, toutes les villes qui sont dignes d'être explorées, tout ce qui est expérience de la nature, hein, donc vous voyez que ça, on peut en faire un peu partout, même dans la Ruhr, tous les châteaux et parcs et les jardins attenants, les traditions, les fêtes, les festivités, mais aussi les marchés de Noël, et puis, ce qui est plus surprenant pour les Français, les plages, les bains, les cures, et c'est pas seulement la mer, c'est aussi les bords de rivière et les étangs, les lacs, etc. Et puis, vous avez plein de routes thématiques en pagaille. Là, j'en ai cité quelques-unes, mais ce n'est que quelques routes parmi d'autres. Pour moi, la route la plus belle à faire pour son patrimoine, c'est la route romantique, l'avant-dernière dans la liste, qui vous fait découvrir des chefs-d'œuvre de l'art roman et de l'art gothique. Et puis, beaucoup d'itinéraires pour les cyclistes. C'est un pays où les pistes cyclables ont été très développées, ainsi que les itinéraires de cyclistes. Et enfin, l'Allemagne est certainement un des grands paradis des randonneurs, hein. Un pays extrêmement bien équipé pour faire de la randonnée. Alors, on va passer à notre diaporama. Et ben, on va commencer par ces thématiques qu'on a vues. Et en l'occurrence, là, la randonnée. La randonnée, ben, on pense, les Français connaissent la forêt noire, mais ils connaissent peu le Bayerischer Wald, la forêt de Bavière, qui est à la frontière avec la Tchéquie. Et c'est un massif comme la forêt noire, mais plus majestueux, plus important, plus imposant, avec de magnifiques balades, de magnifiques randonnées à faire. Là, c'est le Goldsteig, qui est une route des crêtes pédestres. La forêt noire, bien sûr, vous la connaissez forcément en tant que Français, puisque pour certains d'entre vous, vos fils y ont fait leur service militaire. Un massif de randonnée par excellence, beaucoup moins connu, le massif hercynien, qui est au nord de l'Allemagne, enfin au centre, sous Hanovre, hein, au nord de la Hesse. Ici, le fameux escalier des sorcières dans le Harz. Harz, c'est l'origine du mot hercynien.
mais plus charmant, plus tranquille, moins sauvage. Les petites vallées dans le plateau Souabe, par exemple ici, le Altmühltal, avec des chemins avec vision panoramique sur la vallée, avec la petite rivière qui se serpente. Plus impressionnant, le Rheinsteg, la montée du Rhin. Donc, ce passage rocheux du Rhin entre Mayence et Cologne, hein, qui est si impressionnante, et là où la Loreley était sur un rocher et causait la perdition des bateliers. Autre région ou randonnée de préférence, c'est l'Allgäu. Hein, c'est une partie des préalpes allemandes. C'est un Allgäu qui se trouve c'est un préalpe qui se trouve en Bavière, l'Allgäu, mais ce n'est pas des Bavarois, ce sont encore des Alémaniques. Autre type de randonnée à faire en Allemagne, ce sont les randonnées sur rivière, les randonnées de canoë. Les Allemands ont une longue tradition de canoë-kayak et on peut faire beaucoup de chemins par canoë-kayak à travers l'Allemagne. Là, c'est sur le Danube. Sur les rivières, comme sur le Danube, mais aussi, par exemple, dans le Spreewald, un endroit très peu connu. C'est le nord de la Lusace, qui est une des régions slaves allemandes. C'est au sud de la Saxe, hein. C'est entre la Pologne à l'est, au nord de la Tchéquie et au sud de Dresde. Le Spreewald, on y revient tout à l'heure. Dernier conseil pour le tour en vélo, c'est suivre les 10 hits des tours en vélo allemands qui ont pour particularité, c'est qu'il y a une hôtellerie qui s'est développée, s'est spécialisée sur ces randonneurs en vélo et qui offre pratiquement tous les services nécessaires, les réparations, les locations, bien sûr, etc. Bon, dans les expériences nature que l'on peut faire, on ne peut pas faire les expériences nature que l'on peut faire en France ou en Espagne ou dans les Dolomites, dans les Alpes autrichiennes, suisses et françaises. Il n'y a pas des montagnes aussi élevées, mais il y a beaucoup de petites montagnes. Et ce que l'on trouve, c'est d'un format bien sûr plus petit, plus limité que ce qu'on peut trouver dans ces régions, notamment sur le pourtour des Alpes et dans les Alpes françaises. Mais on a quand même quelques ravins, ici le ravin de Partnach, qui est assez impressionnant, que l'on peut suivre sur presque plusieurs kilomètres. Et quand les choses ne sont pas en soi assez sidérantes, eh bien, on a construit, par exemple, ici, dans le Hunsrück, près de la Sarre, on a construit des ponts suspendus. Ça, c'est un des ponts suspendus les plus longs qui existent en Europe et qui permet donc d'avoir le vertige au milieu, au-dessus de l'abîme. Le parc de Kromlau, qui est un grand parc qui date du 19e siècle, également la Lusace, avec son vieux pont qui crée, dans son reflet, qui crée une espèce de cercle parfait. Mais plus impressionnant, Helgoland, c'est une île de grès rouge isolée au-delà de l'embouchure de l'Elbe, hein, qui a appartenu autrefois à l'Angleterre. Helgoland est un rocher de grès que possédaient les Anglais. Et à l'époque de la Révolution de 48, c'était encore l'Angleterre. Et c'est là où von Fallersleben a écrit les plus futurs hymnes allemands. Donc, il est en exil en Angleterre, donc à l'embouchure de l'Elbe, tout près de l'Allemagne, sur l'île de Helgoland. Totalement bombardé par la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'était aussi une base militaire. Plus proche de nos consciences françaises, c'est le lac de Constance. Voilà, les promenades au bord du lac de Constance, légèrement en hauteur. Donc, au fond, on devrait voir, partant dégager les Alpes autrichiennes, le début des Alpes autrichiennes. Les Alpes suisses sont à droite. Et on peut se promener dans les vignobles. C'est parmi les paysages les plus aimables du sud de l'Allemagne. Complètement à l'autre bout, à la frontière polonaise, les falaises de Rügen. Caspar David Friedrich, le grand peintre romantique allemand, les a immortalisés. Donc Rügen est connu par ses falaises de craie, mais sur le sommet de l'île de Rügen, il y a une forêt de hêtres, qui est une forêt de hêtres primitive, une des plus anciennes d'Europe, qui vaut à elle seule la visite. Bon, plus connu, l'expérience nature que l'on peut faire en forêt noire, avec ces vieilles maisons traditionnelles.
Encore la forêt noire, et vous voyez qu'à l'horizon, vous voyez les Alpes. De beaucoup d'endroits du sud de la forêt noire, par temps dégagé, on peut voir les Alpes. Là, ce sont les Alpes bernoises que nous avons devant nous. Massif beaucoup moins connu, il y en a beaucoup en Allemagne, dont par exemple le Taunus. Je ne sais pas qui connaît le Taunus, si ce n'est que c'était aussi une marque de voiture dans les années 50. Le Taunus, c'est au nord-ouest de Francfort. Donc, c'est là où les Francforteurs peuvent aller randonner le dimanche. Également peu connue, la forêt de Thuringe, qui a des coins relativement sauvages, relativement également primitifs, bien préservés. Toujours dans la forêt de Thuringe, de Thüringer Wald, une région de randonnée extraordinaire. Mais également les lacs alpins, voilà le Königssee. La Bavière compte beaucoup de lacs, encore le Königssee. Nous sommes dans les préalpes. L'Allemagne n'a pas de hautes Alpes comme la France, l'Autriche ou la Suisse, l'Italie, mais elle a des préalpes qui nous rappellent aussi d'une certaine manière par la formation calcaire les préalpes françaises. Encore un petit lac quelque part en Bavière, il y en a plein partout, on peut se baigner. Des lacs beaucoup moins connus, un peu impressionnants parce qu'ils sont, on est là dans la Eifel, c'est-à-dire au nord de la Lorraine, on est là dans des cratères de volcans. Encore une vue du Bayerischer Wald avec ses parties rocheuses, donc à la frontière tchèque. Encore dans le Bayerischer Wald. Là, nous sommes à la frontière avec l'Autriche, avec le début des Alpes. C'est la Zugspitze, qui est donc le sommet le plus élevé d'Allemagne, dans le parc national de Berchtesgaden. Donc, on est vraiment à côté, au bout de la vallée à droite. Je pense que c'est l'entrée de l'Autriche. Mais la Bavière, ce n'est pas seulement les préalpes allemandes, mais c'est aussi des régions d'un vert tel qu'on a envie de devenir vache, parce qu'on a envie de manger ce beau vert, avec ses grandes fermes, typiquement bavaroises. À la frontière autrichienne aussi, Karwende, qui est un mur rocheux absolument sidérant quand on est à ses pieds. Et une image que je montre souvent, c'est la Bastei, c'est le petit Monument Valley de Saxe. Donc on est dans la Lusace, mais cette fois-ci au sud. Là, on a vu le marais de Lusace, là c'est au sud. Et ce sont c'est un plateau de grès qui a été surcreusé et où sont isolés comme dans Monument Valley. C'est la même formation géologique, sauf qu'elle est plus basse. Ont été isolés ces espèces de pitons rocheux ou de petits plateaux rocheux. Tout à fait différent, le nord plus plat, au sud de Lüneburg, les fameuses landes de Lüneburg qui sont, ça intéressera les Bretons, remplies de dolmens et de menhirs. Encore un lac de Bavière, on va de tort à travers l'Allemagne, un lac de Bavière où on peut se baigner, l'eau doit être un peu moins chaude que 17 degrés. Donc la Bretagne a là un frais avantage. Mais au nord aussi, nous avons des jolis lacs et quelques formations rocheuses qui subsistent. Ça, c'est dans le Holstein, donc c'est tout près de la frontière danoise. Et la région un peu vallonnée s'appelle la Suisse du Holstein. Donc c'est loin au nord, au pays des Angles. Dans ce nord campagnard, il y a des idylles campagnardes, des maisons typiques du Holstein, de la Suisse du Holstein. Plus à l'est, à la frontière polonaise, les lacs du Mecklembourg, qu'on appelle die Seenplatte, le plat de lac, traduit littéralement en français, die Seenplatte, donc une myriade de petits lacs et de forêts, un lieu de pêche, de randonnée en canoë, de randonnée pédestre, un lieu de vacances très prisé pour les Allemands. Et des paysages typiques de ces régions lacustres, qui sont déjà le début de ces paysages lacustres qu'on a en Pologne et puis en Finlande, bien sûr. Petits lacs sur lesquels on peut louer des maisons pour y passer les vacances, pratiquement les pieds dans l'eau. Alors, on retourne en Lusace, le Spreewald. Le Spreewald, vous le connaissez probablement si vous avez vu le film Goodbye Lenin.
Et si vous vous souvenez que la mère qui est à l'hôpital dans le coma ne sait pas que la DDR est tombée et en se réveillant, elle veut absolument manger les Spreewaldgurken, eh bien, les concombres du Spreewald sont connus dans toute l'Allemagne. Elles sont faites sur une recette slave et non pas allemande. Donc, c'est un goût un peu plus prononcé, comme les concombres polonais. Hein. Et la région du Spreewald, qui est un immense marais, un peu comme le marais Poitevin, mais 10 fois ou 20 fois plus grand, dans ce marais, il y a beaucoup de maraîchage et surtout donc les fameuses Spreewaldgurken. Et on peut s'y promener donc dans ce marais en bateau collectif aussi. Hein. Vous avez là une dame habillée dans le costume traditionnel des Sorabes, en allemand des Sorben, qui est donc une minorité slave en Allemagne, qui subsiste encore. Il y a encore environ 35 000 locuteurs Sorabes en Allemagne. Les vents de plus au nord ont quasiment disparu, hélas. Donc, vous pouvez vous promener dans ces bateaux et on vous emmène donc dans les auberges où on vous vend bien sûr des cornichons du Spreewald, des Spreewaldgurken. Toujours le marais du Spreewald en Lusace. En allemand, Lusace, c'est Lausitz. Autre région, tout à fait de l'autre côté, à l'ouest, au-dessus, en face de Cologne, au sud de Düsseldorf, les Alpes hollandaises, le massif du Sauerland, donc qui est rempli de petites stations de ski pour les Hollandais. C'est les premières stations de ski que peuvent atteindre les Hollandais, et bien sûr aussi les Allemands de la région de la Rhénanie. On est à nouveau ici dans l'Eifel, donc au nord de la Lorraine. On est dans ma patrie, le Pays de Bade, avec ces vignobles qui sont exposés dans le piémont badois, toujours le plus possible orientés vers le soleil du matin, l'est, et qui sont le parallèle des vignobles alsaciens, puisque c'est juste de l'autre côté, avec exactement les mêmes cépages, Traminer, Gewürztraminer, Riesling, etc., etc. Et il y a une des plus belles routes du vin, donc qui va du Bade du Sud, pratiquement jusqu'à Baden-Baden, au nord. Autre vignoble en Pays de Bade, le Kaiserstuhl, c'est un massif volcanique qui est en face de Colmar, entre Colmar et Fribourg, et qui a de très beaux vignobles en terrasse. Un peu plus au sud-ouest du Kaiserstuhl, le pays des Margraves, une des plus jolies régions d'Allemagne du sud-ouest, entre Fribourg et Bâle. Également un pays de vignobles et d'arbres fruitiers. Et quand ces arbres sont en fleurs, ça donne des paysages absolument extraordinaires. Ici, il y a toute la floraison, on est dans la floraison déjà passée. Des pommiers dans la vallée de Münster. Alors, on n'a pas à confondre avec la vallée de Münster du côté alsacien, mais dans les deux cas, c'est une vallée de Münster qui produisait le même type de fromage. Il n'y a que la vallée de Münster alsacien qui a obtenu le label, alors que dans la vallée de Münster de ce côté-ci, on fait le même fromage. Autre floraison à voir, où se précipitent tous les Japonais au moment des cerisiers, c'est dans le Altesland. Ça longe la rive gauche de l'Elbe au sud de Hambourg. Et c'est magnifique quand tous ces énormes vergers sont en fleurs. Autre idylle, on est à nouveau de l'autre côté de l'Allemagne, on est le long du Danube, donc tout près de la frontière tchèque aussi, et pas loin de la frontière autrichienne. Voilà, un petit échantillon de paysages variés. On est passé du nord au sud, d'est en ouest, et on va passer à la deuxième rubrique de votre voyage éventuel en Allemagne, c'est les plages. Hein, les plages d'Allemagne, mais on ne pense pas à plage quand on pense en Allemagne. Hein. Ce sont des plages qui sont bien sûr au bord de la mer, mais aussi au bord des lacs et des rivières. Alors voilà, une des plages les plus connues en Europe, c'est Sylt, c'est le Saint-Tropez allemand. C'est extrêmement cher. Je ne vous conseille pas trop d'y aller, sauf pour y aller l'après-midi pour prendre un café, mais ne louez pas là-bas, c'est très, très, très cher. Mais ce sont des magnifiques dunes et de magnifiques plages qui valent le détour, si ce n'est le voyage. Plage plus profonde, avec un sable aussi fin et plus facile d'accès, ce sont les plages souvent très très profondes des îles de la Frise, des îles Frisonnes, donc entre la frontière hollandaise et l'embouchure de l'Elbe pour la Frise orientale. Il y a une Frise du Nord qui inclut Sylt. Et là, c'est une photo que j'avais prise, je crois, à 10 h du matin. Donc, vous voyez, il y a encore de la place.
Voilà une de ces îles frisonnes vues d'en haut. Hein. Donc, vous voyez que ce sont essentiellement des plages, quelques prairies et des dunes. Norderney. C'est la plus grosse île à l'ouest du chapelet d'îles frisonnes. La mer Baltique, les plages de la mer Baltique, et qui, comme la Manche en France ou le sud de la côte anglaise, ont été des lieux d'excursion week-endière et vacancière des grandes villes qui étaient Berlin, Paris, Londres, et qui sont aménagées dans le style de la fin de la deuxième moitié du 19e siècle, au moment où on a découvert les bains de mer. Là, on est à Rügen. Autre plage tout à fait différente, un petit lac de l'Algoï, hein, avec sa petite plage, et des lacs comme ça, mais également des gravières parsèment tout territorialement. On se baigne donc partout en Allemagne. Dès qu'il fait un peu chaud, on se dessape et on va dans l'eau. Ici, un petit lac alpin, un autre petit lac alpin, donc où pratiquement la prairie va jusque dans l'eau. On est là dans l'Algoï. Mais également à Berlin, voilà, le lac de Tegel à Berlin. Hein. Donc, on se baigne beaucoup à Berlin en été. En moindre moment de libre, on le prend comme prétexte pour aller à la plage. Une des plus grandes plages organisées à Berlin, c'est Wannsee, c'est entre Potsdam et Berlin. C'est une immense plage. La voilà vue avec dans l'autre sens. Hans, Oui. Il fait 1,5 km de long, le Wannsee. Oui. Donc, vue sur le Wannsee. Et plus surprenant, parce que peut-être vous connaissez les plages de Berlin, mais vous ne connaissez pas les plages de Hambourg. Voilà les plages au bord de l'Elbe. En aval du port, hein, l'eau est propre, on se baigne, on est au soleil, on est sur du sable mélangé de quelques rochers. Alors, maintenant qu'on a vu les raisons d'aller dans la nature et dans l'eau, voyons aussi les raisons d'aller en Allemagne pour l'habitat, les villes, les vieilles cités, les villages, les maisons. Bien sûr, vous connaissez cette maison-là, c'est la maison du peuple, le Reichstag à Berlin. Tout le monde maintenant connaît peu ou prou Berlin et certains de ses aspects monumentaux, mais peu de gens connaissent par exemple Hambourg, qui est une des plus belles villes d'Allemagne, qui n'est pas construite sur le port, qui est construite sur un lac intérieur, la Alster, et qui a ici, autour de l'Alster intérieur, il y a deux Alster, qui a ces magnifiques bâtiments fin 19e, qui étaient les grandes compagnies commerciales de Hambourg qui sont établies là. On connaît peut-être maintenant assez souvent Dresde, sa fameuse église qui a été reconstruite avec les pierres, intégralement construite avec les pierres des ruines créées par les bombardements. Et ça a été fait récemment, ça a été fait donc dans les années 80-90, pas 90, mais 2000. On connaît peut-être la mairie de Munich, hein, une magnifique mairie, hôtel de ville Renaissance. On connaît bien sûr Cologne, hein, avec le pont Hohenzollern, qui est un vieux pont de chemin de fer. C'est là que passent tous les trains qui vont de Paris à Stockholm ou de Paris à Moscou. Hein. C'est un des grands passages de chemin de fer vers le nord et l'est de l'Europe. Et donc la gare de Cologne est juste à côté de la cathédrale. Connue aussi, Lübeck, la porte de Lübeck. Lübeck vaut le voyage dans son style hanséatique. Beaucoup moins connu des villes du sud de l'Allemagne, comme par exemple Dingelspül. Dingelspül, vous voyez que vous avez à l'horizon une petite bande bleue. Dingelspül est au milieu d'un cratère, d'un météore qui s'est craché là. Et dans ce cratère plat, la ville est au milieu, elle est toute ronde, elle est entourée de douves et les murailles sont intactes. Et quand vous allez dans Dingelspül, vous découvrez ce type de maison typique de la Souabe, du Württemberg, hein, ces grandes maisons bourgeoises qui étaient des lieux de production, des lieux de vie où vivaient non seulement une famille, mais tous les compagnons de passage ou sédentaires. Et c'était ce qui a fait la richesse de ces villes, cette bourgeoisie productrice qui vivait dans ces grandes maisons qui n'ont rien à voir avec les maisons typiquement bourgeoises françaises, qui sont des maisons de propriétaires fonciers. Hein. Pensez aux hôtels de Montpellier, par exemple. Hein, voilà, comparer deux bourgeoisies, deux façons de vivre, deux façons de construire très différentes.
Mais plus au nord, beaucoup plus connu que Dingesbühl, Rothenburg ob der Tauber, qui elle est sur un promontoire rocheux, avec également ses murs intégralement conservés. Et Rothenburg est dans tous les circuits japonais, chinois et coréens des touristes européens. Donc on va à Rothenburg comme on va au Mont-Saint-Michel. C'est des passages obligatoires. C'est une ville qui paraît intégralement conservée. Elle a été bombardée, elle a été restaurée, mais qui paraît intégralement conservée du 14e, 15e, 16e, 17e. Au nord, la ville natale de ma mère, Lüneburg, avec sa place centrale, der Sand, le sable, avec ses belles façades baroques et plus anciennes, gothiques, de grandes familles commerçantes de villes hanséatiques. Au fond, vous avez la grande église qui était autrefois, bien sûr, une cathédrale, et avec le protestantisme qui est devenu une église simple et qui est en gothique, en briques, le Backstein gothique. On reviendra dessus tout à l'heure. Autre ville charmante, surtout dans le sud de l'Allemagne, Lindau, hein, sur le lac de Constance, que les Français connaissent un peu plus souvent parce qu'ils ont là aussi peut-être visité un fils qui faisait son service. Et toujours les zones piétonnières et toujours les terrasses dans les zones piétonnières. Au nord, Wismar, c'est à nouveau des façades de maisons bourgeoises commerçantes, hein, une ville hanséatique. Ratisbonne, je ne sais pas si les Français connaissent Ratisbonne, mais c'était longtemps la capitale du Saint-Empire, dans la mesure où c'est là que l'on élisait le roi d'Allemagne et que l'on nommait donc ce roi d'Allemagne empereur du Saint-Empire, Regensburg en allemand, Ratisbonne, qui était donc le siège du Parlement du Saint-Empire, là où on faisait et défaisait les rois et empereurs. À nouveau au nord, à nouveau des façades de maisons de riches marchands. Hein, donc on est début Renaissance, début aussi baroque. Pour partie, ce sont des maisons qui ont été réhabitées, reconstruites suite aux bombardements. Goslar est en Hesse, au sud de Hanovre. Goslar est un endroit intéressant parce que ça, c'est quasiment un palais carolingien tel qu'il a été à l'époque de Charlemagne. Donc, bien sûr, il a été pour partie retapé, mais c'est à quoi devaient ressembler la plupart des palais carolingiens où Charlemagne faisait ses arrêts et gouvernait son empire. Goslar, le centre de Goslar, hein, l'hôtel de ville de Goslar, le marché de Goslar. Fribourg en Brisgau, le marché de Fribourg en Brisgau, avec cette magnifique maison gothique, Renaissance, gothique tardif. Celle beaucoup moins connue, c'est une petite ville, petite ville, tout est relatif, entre Hanovre et Lüneburg, intégralement donc en colombage du nord, avec ces colombages où le remplissage ne se fait pas de manière traditionnelle, hein, se fait avec des briques. On remplit avec des briques, mais on trouve ce genre de choses aussi, je pense, dans certaines villes du nord de la France. Voilà, moi j'ai toujours une certaine nostalgie pour les petits villages dans le sud de l'Allemagne, parce qu'il y a un village de Bade dans les vignobles, les petits villages bavarois, parfois il y a un peu d'eau au milieu du village, avec les murs peints, hein, en Bavière, en Württemberg, en Pays de Bade, comme en Suisse, en Autriche, on trouve énormément de murs peints comme ça. Et ces murs peints, déjà Tacite disait que les maisons des Germains étaient peints, que les murs étaient peints. Donc ça, c'est une très très vieille tradition de peindre les murs avec des choses qui racontent le métier de celui qui possède ou quelque chose de la vie de celui qui possède la maison. Ambiance de petites villes, de petites rues villageoises dans le sud, au sud de Francfort. Mais même ambiance, toujours dans zone piétonnière, dans un village de pêcheurs sur une des îles de la Frise. Je pense que c'est également Norderney. Je ne sais plus où je l'ai prise, celle-là. Autre vue que j'ai prise dans le nord, dans une petite ville de pêcheurs, Greetsiel. C'est un petit port sur la mer du Nord et le bassin portuaire, c'est comme dans le monde entier, hein, c'est des petits bateaux de pêche et où les pêcheurs vendent souvent directement du bateau
ceux qui sont rapportés de la pêche. Et au fond, vous avez quand même des ferries qui desservent des îles de la Frise. Autre particularité de ce pays qui, pour les 2/3, est fait de vieux massifs et de hauts plateaux, c'est dans les vallées découpées, eh bien, les villes souvent suivent la sinuosité des rivières. Ça donne un certain charme aux ruelles et à l'appareillage des maisons et des châteaux qui sont au-dessus. Alors, puisqu'on parle de vieilles maisons, on peut visiter l'Allemagne à travers son passé. Et son passé est plus profond qu'un peuple ne le pense, puisque non seulement il est celtique, mais surtout il est également pré-celtique. Il y a de nombreuses traces pré-celtiques. Et bien sûr, il est romain pour une partie. Il est roman et gothique, et notamment le gothique Backstein du nord de l'Allemagne. Bon, on peut visiter la Renaissance, bien sûr, le baroque et surtout le rococo allemand. Mais on peut aussi visiter les restes de ce passé du XXe siècle. Il y a quelques villes qui valent le détour pour l'architecture du XXe siècle. Alors, au plus vieux que l'on puisse remonter, nous sommes ici sur le lac de Constance, Unterulding. Le lac de Constance a, comme beaucoup de lacs sur le pourtour nord des Alpes, a connu beaucoup de sites lacustres, de cités lacustres. Et si Unterulding est un des 23 sites de cités lacustres du lac de Constance. C'est pareil sur les lacs suisses. Il y en a un qui était reconstitué, et ce, dans les années 30, à l'époque où les nazis pensaient qu'il fallait absolument bien affirmer que les Germains étaient là depuis longtemps, longtemps. Voilà. Donc, parfois, les idéologies les plus horribles peuvent quand même avoir quelques résultats positifs. Donc, c'est un lieu à visiter sur le lac de Constance, qui, je crois, est ouvert toute l'année. Cette reconstruction d'une cité lacustre, donc bien avant la période de l'Athènes, bien avant de la période celtique. Autre reste pré-celtique, ce sont les alignements de pierre, comme on en connaît d'ailleurs sur toute la façade atlantique européenne, depuis la Suède jusqu'au Portugal, et également dans Sardaigne et en Corse. Ces alignements de pierre, les Allemands les appellent des tombes de géants. Alors, plus proche de nous, donc nous sommes maintenant dans la période celtique, les reconstitutions notamment sur des oppidums de murs à la gauloise, parce que nous sommes là dans le sud de la Hesse, dans une région que les Romains appelaient également la Gaule. Ça fait tout le pourtour nord des Alpes était pour les Romains la Gaule, et y compris l'Italie du Nord, de l'autre côté des Alpes, qu'ils appelaient la Gaule cisalpine. Donc, avant que la Gaule ne soit plus qu'un concept pour la seule France, ça a été un concept global de l'espace au nord de la Méditerranée, y compris donc l'Allemagne du Sud. Voilà, ça c'est Dünsberg en Hesse. Ça, c'est en Souabe, en Württemberg. C'est à Mengen. Et à Mengen, c'est un oppidum très célèbre. C'est un oppidum où on a essayé de reconstruire le mur qui date donc du 5e siècle. Et c'est une cité marchande qui se trouvait là. Une cité marchande qui avait certainement un rôle politique très important. On est sur le Danube. Là, le Danube est encore très étroit. Mais cette cité est citée dans plusieurs textes grecs, donc du IVe siècle, avant Jésus-Christ. Un autre oppidum très connu, Staffelstein, si mes souvenirs sont bons, nous sommes en Rhénanie-Palatinat. Donc c'est comme en France, les oppidums sont construits sur des promontoires, des choses faciles à défendre. Ce site-là ressemble presque trait pour trait à celui d'Alésia. Un village celtique de Bundenbach, là c'est en Rhénanie-Palatinat, qui a été reconstruit, qui a été restauré à partir de ce que l'on a trouvé dans le sol. Donc c'est toujours une hypothèse, mais une hypothèse vraisemblable, puisque c'est à partir des trous qu'on trouve dans le sol où il y avait des montants en bois que l'on peut reconstituer une idée de maison de l'époque. Donc des maisons à toit de chaume. Plus proche que le passé celtique, ce qu'on appelle la période de l'Athènes, C-E, accent grave N-E, eh bien nous avons les restes des Romains. Là, le mur romain qui a été reconstitué sur la base de documents
peut-être un peu plus sûr que la reconstruction de villages celtiques. Mais les Romains ne nous ont pas laissé qu'une frontière et un mur, mais ils nous ont laissé aussi au milieu du mur une belle porte, la porte à Nigra à Trèves, Trèves qui a été plusieurs fois et longtemps une des grandes capitales de l'Empire romain. On oublie toujours que l'Empire romain n'a pas eu que Rome comme capitale, mais avait plusieurs capitales réparties sur l'ensemble de cet immense empire qui allait de la Perse jusqu'à l'Atlantique. Les Allemands avaient beaucoup moins d'argent que les Français, par exemple, ou les Anglais. Et ils ont commencé que très tard à pouvoir se payer la construction gothique, qui est extrêmement chère. Donc, ils ont longtemps construit les plus grandes églises dans le style roman. Ici, l'exemple de Spire. Hein. Et quand on regarde l'intérieur, on voit que c'est un style roman lumineux, un peu celui qu'on a à Vézelay, qui était également un roman très tardif. Donc, on est au moment où en France, on construit déjà en gothique. Parce que ça exige beaucoup plus de moyens, parce qu'il y a beaucoup plus d'argent. Hein. Ça, c'est moins cher à construire que du gothique. Pareil à Worms, une cathédrale romane à Worms, et ce sont des cathédrales monumentales et gigantesques, mais en roman. Hein. Bien sûr, nous avons le gothique comme celui de Cologne, hein, mais là, c'est un bel exemple, précisément la cathédrale de Cologne, elle n'a pas été achevée. Et on l'a achevé à partir de 1870. Mais, pour vous consoler, c'est achevé sur les plans primitifs. Donc, elle est authentique, mais du 19e siècle. Ce qui n'existait avant, ce n'était que la nef. Totalement authentique, bien sûr, le Münster de Ulm, qui ont été les mêmes architectes que le Münster de Strasbourg. Hein. Münster, c'est une église avec un monastère. Hein. Ulm, qui a été longtemps la plus haute tour d'église en Europe. Et qui est, mais seulement une tour, alors qu'à Strasbourg, il y a une tour achevée, une tour inachevée. Voilà, le Backstein Gothic, la gothique en briques. Vous savez, quand vous construisez en briques, vous ne pouvez pas vous permettre des largeurs importantes parce que ce n'était pas assez stable. Donc, ça donne à ces églises d'Allemagne du Nord en briques, ça leur donne une espèce d'élévation bien plus impressionnante, alors qu'elles ne sont pas forcément très hautes, hein, mais qui est plus impressionnante que les gothiques généreux d'Île-de-France, par exemple, qui ont des nefs parfois assez larges. Voilà, de l'extérieur, c'est un type de construction à laquelle on est peu habitué en France. Église en briques, gothique. Particularité aussi de la pauvreté du Moyen-Âge allemand, c'est bien sûr qu'ils ne pouvaient pas se payer, comme les Italiens, des statues en marbre. Et donc, il s'est développé en Allemagne, pendant tout le Moyen-Âge et dans la Renaissance, un art statuaire en bois. Ici, vous avez des autels en bois qu'on en trouve un peu partout dans le sud de l'Allemagne, et notamment l'hôtel que vous avez vu que vous avez en face, il est au sud, sur la route romantique. Il est au départ de la route romantique. C'est un hôtel de Tillmann Riemenschneider, qui est un des plus grands sculpteurs du Moyen-Âge allemand. C'est extrêmement sophistiqué comme sculpture. Pour une ville riche comme Rothenburg, bien sûr, il y avait une dimension palatiale de l'hôtel de ville qui tranche sur le fait que cette ville, vous la traversez, mais en même pas 10 minutes à pied. À l'époque, c'est une ville extrêmement importante. Le baroque commence, d'ailleurs je l'ai écrit en allemand, c'est une erreur, le baroque allemand commence comme partout, précocement, le premier baroque commence au début du XVIIe siècle. Là, vous avez un baroque du nord de l'Europe, ça doit être à Wismar. Vous voyez la fenêtre en bas rappelle les constructions qu'on a aussi à Amsterdam, ces grandes fenêtres au rez-de-chaussée extrêmement généreuses qui laissent pénétrer la lumière. Voilà, donc un très vieux baroque, mais le baroque dans les pays germaniques, en Suisse, en Allemagne, en Autriche, c'est d'abord le baroque du XVIIIe siècle, lui, le baroque tardif, le baroque rococo avec ses folies. Il y a des gens qui n'aiment pas. Je les comprends, mais en même temps, j'aime bien quand même. Je trouve que c'est extraordinaire en termes d'inventivité, d'imagination et de couleurs. Voilà, encore à Vis, un baroque typique donc, du sud de l'Allemagne, surchargé,
un point extraordinaire, mais garde quand même une certaine élégance, je trouve une certaine légèreté, bien que ce soit extrêmement surchargé avec beaucoup de trompe-l'œil. Et spécificité de ce rococo, de ce baroque rococo, c'est que contrairement au baroque français qui est toujours très monumental, massif et un tantinet lourdingue, je pense par exemple à Saint-Sulpice à Paris, hein, le rococo allemand est souvent à l'extérieur, plutôt léger, plutôt digeste. Mais il existe aussi de manière séculière, voilà, la résidence de Munich, la résidence des familles royales de Munich. Donc, c'est un peu l'équivalent de la galerie des glaces. Alors, on saute allègrement au XXe siècle pour dire qu'il y a des choses à visiter en Allemagne au début du XXe siècle, des choses qui ont été épargnées par la guerre, hein, miraculeusement épargnées. Cet immeuble qu'on appelle le Chile House, la maison du Chili à Hambourg, qui est une magnifique conception des années 20. Pareil, des conceptions en briques. Autre chose qui relève de l'architecture moderne, qui est extrêmement riche en Allemagne, comme d'ailleurs aux Pays-Bas aussi, hein, cette architecture moderne. On ne verra pas grand-chose, mais quelques petites choses exemplaires, comme par exemple la Galerie nationale de Berlin, qui est signée de Mies van der Rohe. Mies van der Rohe est un architecte allemand qui est un des grands inspirateurs de l'architecture moderne du XXe siècle. Mies van der Rohe a beaucoup sévi aussi, bien sûr, aux États-Unis, mais avant d'aller aux États-Unis, il a été le dernier patron du Bauhaus avant que les nazis ne le détruisent. Donc, le Bauhaus restauré à Dessau, dont Mies van der Rohe était le dernier directeur. Et puis, nouveau symbole architectural de l'Allemagne actuelle, c'est bien sûr la Philharmonie de l'Elbe, construite à Hambourg, dans le port, hein, qui est devenu le symbole de Hambourg, qui, je pense, joue d'une notoriété mondiale. Toujours à Hambourg, les quartiers nouveaux, par exemple la Maison Heidelberg, dans le nouveau quartier d'habitation et de bureaux du port réhabilité. Et puis, bon, Francfort, qui semble être la petite sœur de la Défense à Paris, mais bon, qui a quelques immeubles modernes signés de grands architectes prestigieux qui valent la visite. Même Munich, la traditionnelle Munich s'y met, hein, avec cette magnifique tour. Et ça nous fait donc venir peut-être à un des derniers chapitres des visites, les châteaux, les parcs et jardins. L'Allemagne a eu une aristocratie pauvre, mais quand même quelques ducs et quelques seigneurs extrêmement riches, et a laissé quand même quelques châteaux, dont également des châteaux des princes de l'Église. Et parmi tous ces châteaux, un qui est très connu des Français, c'est le château de Heidelberg, qui est resté une ruine, mais qui est resté volontairement une ruine, parce que les Allemands, après les invasions françaises et les désastres provoqués par des gens comme Turenne, ont décidé de ne plus jamais reconstruire ce château pour se souvenir à tout jamais des dévastations françaises en Allemagne du Sud. Château très connu des Français, bien sûr, du monde entier, cette espèce de lubie de Louis II de Bavière, qui est une fantaisie qui n'a rien à voir avec un original quelconque, qui est vraiment une création ex nihilo et qui mérite, au fond, pas qu'on s'y arrête, qu'on y aille, quoique ça vaut peut-être quand même le coup d'aller voir cette folie. Un vrai château qui puise aux racines du Moyen-Âge, du château primitif, c'est le Burg Hohenzollern, donc c'est le siège de la famille qui a fini par régner sur la Prusse, mais qui vient de la Souabe, juste derrière la Forêt Noire. Très connu en Allemagne, très connu, en France moins connu, la Wartburg à Eisenach, et qui a hébergé Luther pour le protéger de la méchanceté des catholiques. Le château de Celle, qui est un joli château féodal ancien qui a été transformé dans la Renaissance tardive. Vous voyez, vous sentez déjà l'influence du baroque. Une grande, parmi les nombreuses places fortes, la Feste de Coburg, qui est donc à l'est, au centre-est de l'Allemagne, qui est intégralement préservée.
d'autres châteaux plus au nord où il n'y a pas la possibilité de protéger par un mur sur un promontoire. Ben, ce sont des châteaux qui sont entourés de douves. On retrouve un peu le caractère qu'on trouve aussi souvent en Angleterre, hein, de ces châteaux entourés de douves, qui sont des petits châteaux, mais qui sont des châteaux parfois idylliques. Un château très connu en Allemagne, peut-être un peu moins en France, c'est Schwerin. Eh bien, c'est aussi un truc totalement artificiel de la fin du 19e siècle, mais je le trouve assez réussi, son imitation du style Renaissance, y compris de tours moyenâgeuses transformées à la Renaissance, mais il date intégralement de la fin du 19e. Pareil, folie fin 19e ou deuxième moitié du 19e, un des châteaux de Louis II de Bavière, un autre des châteaux de Louis II de Bavière, le Schloss Linderhof. Une petite folie que s'est payé le roi de Prusse, donc 18e, le château sans souci. Il est connu des Français parce que Voltaire y dînait souvent. Moins connu, le château de Marienburg, qui est une grande forteresse, qui est un palais épiscopal. Hein. C'était l'évêque qui s'était retranché là, à Würzburg sur le Main. Würzburg est une ville de vin et vous voyez le pont devant qui ressemble un peu au pont qu'on a aussi à Prague, les statues. Sur ce pont, le soir, les gens s'amassent avec un verre de vin à la main et jouissent de la soirée, de la nuit descendante. Il y a une Weinstube à l'entrée gauche de ce pont et dans cette Weinstube, on sert du vin et les gens s'éparpillent donc sur ce pont avec leur verre de vin. À nouveau au nord, en Frise, un de ces petits châteaux entourés de douves, Schloss Göns. Une bourg, donc une de ces forteresses qu'on trouve le long du Rhin, mais là c'est une forteresse le long du Danube, c'est près de Regensburg, de Ratisbonne. Et puis la fameuse Burg Els, qui est le seul château intégralement préservé du XIVe siècle où on n'a jamais rien changé. On a peut-être modernisé par-ci, par-là, mais l'architecture n'a pas été modifiée. La dernière intervention architecturale date du XIVe siècle. Burg Els, qui est aussi un des musts du tourisme en Allemagne. C'est un château impressionnant. Hein. On y accède par un pont au-dessus d'une espèce de petit ravin, et c'est vraiment impressionnant. Bon, et pour terminer cette soirée diapo de notre voyage passé et de votre voyage en Allemagne, l'autre aspect de l'Allemagne, on est rentré par l'hospitalité, on va terminer par les fêtes, traditions, fêtes et autres réjouissances, bien sûr tout ce qui est traditionnalisme, surtout bavarois, hein, les fêtes paysannes, hein, voilà, vous avez une sérénade des Corps des Alpes dans l'Allgäu. Fait partie aussi du folklore bavarois, le Hofbräuhaus à Munich que tout le monde connaît, ne serait-ce que par le fait que Hitler y a démarré sa carrière politique. Le Oktoberfest, tout le monde connaît le Oktoberfest avec ces dames qui portent dans deux mains chacune 5 bocs de bière dans chaque main, hein, donc c'est une véritable prouesse, il faut qu'elle soit forte. Les Bavarois, bon, ça fait partie de la fête de Munich, hein, la fête des Bavarois typiques. Les Bavaroises, avec leur costume traditionnel, fait partie du côté festif du sud de l'Allemagne. C'est des costumes traditionnels, oui et non, c'est aussi des costumes avec une mode, mais parfois des robes extrêmement chères que les dames bourgeoises portent au moment des festivités. Hein. Ça se fait de venir dans une robe qui se raccorde à la robe paysanne traditionnelle, qui était la robe des jeunes filles. C'est pour ça qu'elle s'appelle Dirndl. Hein. Dirndl, c'est la fille. Mais alors, parmi les fêtes, au-delà des fêtes bavaroises, la fête de la bière est la plus grande fête populaire du monde. Hein. Vous avez le fameux carnaval de Rhénan. Ici, la Sainte Trinité du carnaval de Cologne, le prince, le paysan et la Vierge. On connaît en France, on commence à connaître en France ces fêtes-là, mais on connaît un peu moins les fêtes alémanique, surtout le pourtour des Alpes, en Autriche, en Suisse, en Allemagne du Sud, en Bavière, en Wurtemberg, en Pays de Bade, mais également en Italie du Nord. Ce sont des carnavals très traditionnels qui ont certainement leurs racines dans un passé lointain, en tout cas pré-chrétien.
On pourrait faire tout un exposé sur ces carnavals qui ont quelque chose de relativement inconnu en France, où on est plutôt dans la tradition des carnavals, comme les carnavals rhénans, qui sont des carnavals d'après la Réforme. Voilà celui de Rottweil. Hein. Les costumes sont plus colorés qu'à Elsach. Et il faut savoir que tous ces masques sont des masques qui appartiennent aux familles, qui sont portés de père en fils. Mais les Allemands ne fêtent pas que la bière et le carnaval, ils adorent fêter le vin. Donc ici à Staufen, c'est la patrie de Faust, hein, celui dont Goethe s'est inspiré, à Staufen, sud de l'Allemagne, au sud de Fribourg, là vous voyez la ruine du château là-haut. Donc une fête, ça se passe dans la rue. Hein. Et ça peut être le vin, mais ça peut être l'oignon. Ici à Esslingen, on fête de la même manière l'oignon. Hein. Donc la fête allemande, c'est une fête de rue d'abord, fête de rue über alles. Hein. Les mobiliers de ces fêtes appartiennent en général aux municipalités. Hein. C'est elles qui mettent à disposition tout l'équipement pour ces réunions où il y a de la musique, mais aussi beaucoup à manger et à boire. Voilà la fête du poissons, des pêcheurs de je ne sais plus quelle ville du Württemberg. Donc, ça réunit toutes les générations, hein, ces fêtes. Il faut avoir participé une fois à ça pour comprendre. Hein, c'est particulièrement joyeux. Et puis, toutes les autres fêtes que l'on connaît maintenant un peu plus en France, qui sont les fêtes autour de Noël. Là, vous avez le marché de Noël du chocolat à Tübingen, le Chocolart. Le marché de Noël à Dresde, le Dresdner Striezelmarkt, le marché de Noël à Dortmund. Il y en a partout. Et ceux qui a ma préférence, c'est le marché de Noël à Monschau, tout près de la frontière française. C'est au sud d'Aix-la-Chapelle. C'est dans une vallée encaissée de ce petit massif qui est un prolongement des Ardennes. Hein. Enfin, ce n'est pas les Ardennes, c'est un massif schisteux au nord des Ardennes, et dans la vallée, il y a cette magnifique ville de colombage avec ce marché de Noël dans ces petites ruelles qui est absolument charmant. Ah, ça c'est une erreur, voilà, c'est moi buvant la bière, et ce que j'ai montré là, ce n'est vraiment pas tout, mais je crois qu'on n'a plus le temps passe, hein, et peut-être que vous dormez déjà, alors je vous remercie, ceux qui ont survécu, je les remercie de leur attention. Et j'espère que vous reviendrez à un autre voyage si j'en organise un autre. Merci Hans, c'était très, Merci très beaucoup. bien. Merci Hans. Merci Hans. Il y en avait 44 qui ont participé. Il y en a un qui n'a pas survécu, c'est Jean-André, mais il a dû partir pour autre chose. Et il te dit un tout grand merci pour ce que tu as présenté ce soir. C'était magnifique, merci. Ça vous a plu? Ouais, ça donne envie de voyager en Allemagne, c'est ce qu'il faut. Je peux rajouter deux remarques pratiques peut-être. Dans le logement, il y a aussi les Jugendherbergen, les auberges de jeunesse pour les familles qui sont assez confortables maintenant aussi et qui sont accessibles pour tout le monde. Et ce qu'il faudra savoir, il faut se renseigner aussi quand on arrive par le train, bien que je suis d'accord, quand on voyage comme là, c'est l'auto qui est préféré. Souvent, les tickets des trains sont aussi valables pour les bus de la région. Moi, je fais l'expérience, je ne le savais pas. Je suis parti en Allemagne, de Kassel à Hambourg, et j'avais une amie qui habite à 25 km, et j'ai bêtement payé le RER et le bus, alors que c'était inclus dans mon ticket. Mais comme ce n'était pas bien marqué, je n'avais pas compris. Donc, c'est une chose à vérifier si le ticket n'est pas valable aussi pour certaines choses. Il y a beaucoup de tickets régionaux, je pense, au sud de l'Allemagne, où on peut pratiquement utiliser tous les transports pour organiser sa journée. On n'a pas besoin de voiture. Le réseau des bus en Allemagne est encore très dense. Hein. Oui, je peux vous confirmer, on a fait un voyage de groupe uniquement en transport en commun, en Saxe. Et c'est un réseau de proximité autant que de destinations lointaines. Dans toutes les grandes villes allemandes, il y a ce qu'on appelle un ZOB, un ZOB, un Zentraler Omnibusbahnhof, une gare centrale. C'est comme en Espagne, en Turquie, aux États-Unis. Hein. Ce sont des gares pour autobus. Et là partent des autobus à destination, enfin à toutes les destinations. Donc ça, c'est effectivement un truc à laquelle il faut penser. On peut voyager en autobus en Allemagne, soit au niveau régional,
avec des tickets qui permettent de prendre plusieurs modes de transport, et soit au niveau interrégional. À ce titre-là, il faut dire qu'en Suisse, c'est encore mieux, parce qu'en Suisse, les tickets, vous pouvez prendre des forfaits de plusieurs semaines qui vous donnent accès au tramway, au bus, au ferry, au téléphérique, à tout. Hein. Et si vous êtes à Lucerne, vous prenez le train international qui va à Milan, vous descendez au milieu du lac, et là, vous prenez le ferry, et de l'autre côté, vous prenez le téléphérique, toujours avec le même ticket. Ça, c'est des choses absolument extraordinaires. Et en Suisse, par-dessus le marché, vous n'attendez jamais plus d'un quart d'heure. Dans les ruptures entre deux modes de transport, en général, les horaires sont parfaitement adaptés les uns aux autres. Une chose que je m'étais rendu compte en Allemagne quand j'ai été à Glücksburg, à côté de Flensburg, à la limite avec le Danemark, j'ai été surpris par la température de l'eau. Ah oui, c'est pas l'eau est très chaude. L'eau est très chaude et il faisait très chaud. Quand j'avais été, c'était la deuxième quinzaine d'août et j'ai été surpris d'avoir des températures à 32, 33 degrés. J'étais vraiment surpris. De l'eau? Non, pas de l'eau, de l'air. Mais l'eau était à 22, 23 degrés, tout à fait correct. Hein. Ça a une raison, c'est que les deux mers du Nord et de la Baltique, ces deux mers, ont une profondeur très faible. Vous avez des endroits où vous pouvez marcher plusieurs kilomètres à pied dans l'eau parce que la mer affleure, dans le Vax par exemple. Le résultat, c'est que l'eau s'échauffe plus facilement, garde plus facilement la chaleur que sur les côtes rocheuses de la Bretagne. Et si vous avez l'occasion, comme Hans l'a mentionné, les plages de l'Elbe, si vous êtes à Pâques dans cette région-là, c'est une tradition qu'on fait des feux sur la plage le samedi de Pâques toute la nuit où on boit, on mange en famille, en plusieurs groupes. C'est impressionnant aussi. Il y a des très gros feux qui font 3-4 mètres de hauteur, les arbres qu'on brûle. Vous avez peut-être d'autres endroits en Allemagne que vous aimeriez partager également avec Hans et avec tout le monde. Moi, personnellement, j'ai aussi Quedlinburg qui fait partie du patrimoine mondial et qui n'est pas très loin de Dessau. Voilà, et qui est dans le Saxe-Anhalt qui a voté dimanche. Mais bon, il faut faire un choix, c'est sûr. Je recommande également de goûter à la Weser Renaissance tout le long de la vallée de la Weser, où il y a quelques villes et châteaux qui sont magnifiques avec une qualité de sculpture sur cette Weser Renaissance qui laisse vraiment quoi. Absolument. Et le Hermannsdenkmal dans le Teutoburger Wald, qui est pas mal aussi. Oui, c'est un autre genre de but touristique. Je pourrais vous recommander la ville de Weimar au mois d'août pour les fêtes de Goethe. Oui. Hans connaît mes contacts à Weimar, les musiciens, les chorales, etc. Vous n'avez pas parlé de Weimar. Pourtant, non. Kulturstadt en 99. Absolument, oui. Et ça nous manque un petit peu avec ce Covid, mais bientôt on va y retourner. J'ai essayé de tenir en 1 heure et quelques minutes, donc on ne peut pas faire tout, hélas, parce qu'il y a plein d'autres choses, bien sûr. C'est pour ça que j'ai dit, ce n'est pas tout. Oui, alors, je pense qu'il y a un endroit intéressant aussi, c'est le Deutsche Seck, le lieu où l'endroit où la Moselle se jette dans le Rhin à Koblenz. Il y a un très grand monument à côté. Oui, c'est une immense Germania qui surplombe la Moselle et le Rhin, et qui est une Germania un peu monumentale. Il y a également toute la vallée du Rhin à partir de Bonn vers le sud, avec toutes les montagnes qui montent à droite à gauche et les châteaux forts sur les montagnes, qui souvent sont également des auberges de jeunesse d'ailleurs. Les auberges de jeunesse sont très confortables. Souvent, on peut demander des chambres doubles ou voire même simples. Oui.
Alors, c'est fait aussi pour les huttes de haute montagne, hein, les refuges, hein, mais ça vaut aussi pour l'Autriche et la Suisse. Hein. Vous pouvez avoir des chambres d'hôtel dans des refuges qui sont à 2000 mètres avec tout le confort qu'il faut. Ça devient le cas aussi en France, hein. Dans les refuges. Oui, mais en France, c'est moins systématique. Hein. C'est une affaire d'initiative personnelle, mais oui, c'est de plus en plus le cas. Hein. Les refuges, c'est plus les refuges d'antan où on dormait à 10 sur 5 bannettes. Hein. Oui. Ou quand il y en a un qui se tournait, tout le monde se tournait en même temps, autrement ça ne pouvait pas faire. Ce qu'on appelle les auberges de jeunesse, les plus anciennes sont en Allemagne. Une des plus anciennes, c'est sur le lac du Titisee, en Forêt-Noire. Je vois que De Giuliani s'en va. Alors, bonne soirée. Bonne soirée, merci Hans. Merci. Merci beaucoup. La qualité des photos était exceptionnelle aussi. La qualité des photos. Merci beaucoup. Reviens quand tu veux. Tu fais le mot de fin, Barbara, s'il te plaît. Oui, alors, encore une fois, officiellement, un tout grand merci à Hans pour ce voyage, pour cette découverte. Il y avait plein de choses que je ne connaissais pas encore. Je suppose cela vaut pour tout le monde. Et on a du pain sur la planche à l'occasion de nos prochains déplacements en Allemagne. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à tous. À la prochaine. Et un bel été à tous.